Mais comment ils vont eux? Salut, c'est Hugo, je parle de cinéma, enfin quand j'ai l'occasion de le faire sur YouTube, parce que ça fait un moment qu'on s'était pas vu mine de rien. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo top de fin d'année, en l'occurrence celle de fin d'année 2023, où je vais vous dire ceux qui pour moi ont été les 10 meilleurs films de l'année. Évidemment, comme toujours, il faut le rappeler, c'est un top subjectif, donc il n'engage que moi et il n'y a aucune objectivité derrière ce que je vais dire. D'ailleurs, cette année, j'ai pris la décision de ne pas faire de flop, parce que je trouve ça bête de parler des films qu'on n'a pas aimés et de passer peut-être 2-3 heures de montage à faire une vidéo sur un sujet aussi chiant. Donc voilà, je vais essayer de vous parler déjà des 10 films que j'ai préférés dans un premier temps, mais également essayer de vous faire découvrir des films, des trucs qui ont eu des sorties un peu minoritaires, etc., qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma parce qu'ils n'ont pas été longtemps exposés. Donc voilà, c'est aussi ce truc de ok, je vous présente mes 10 films préférés, mais je vais essayer de vous montrer des films que vous n'avez pas forcément vus aussi. J'espère que mon top ressemblera pas trop à tant d'autres, parce que sinon c'est pas forcément intéressant pour vous, même si effectivement je n'aurai pas forcément le même point de vue que d'autres tops, mais voilà, il y a aussi cette idée de vous présenter d'autres films, d'autres choses qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu parler. Donc écoutez, on va se lancer. Alors avant tout, j'aimerais faire quelques petites mentions honorables, des films qui ne sont pas dans le classement mais qui ont été dedans ou qui sont à deux doigts d'y être, et c'est des films franchement sympathiques qui valent le coup d'être découvrir. Je vais faire ça très rapidement, mais en gros, je vous conseille Le Procès Goldman, Conan de Bertrand Mandico, c'était super cool Conan. Suzume, Anatomie d'une chute, et encore parce qu'il est nécessaire de le citer cette année, Wim Wenders avec son Perfect Days, parce que Wim Wenders il a sorti 2 films cette année et je peux vous dire que ces 2 films étaient tout simplement énormes. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ces films là, c'est aussi l'occasion de les rattraper, ils sont pas dans mon top mais je vous jure qu'ils sont très bons. Mais bon, on va éviter de faire trop de blabla et on va directement commencer avec How to Have Sex. Donc oui, comme je viens de le dire, How to Have Sex est en 10ème position de mon top. C'est un film absolument fantastique. Lorsque je l'ai vu, j'ai vraiment laissé le temps au film de décanter dans mon esprit, parce que c'est pas un film facile à voir et encore moins à aborder. C'est un film qui traite de la notion de consentement et qui tente de définir où celle-ci commence et où celle-ci s'arrête. C'est donc un film avec un regard féminin, forcément, et je pense que ce film est important parce que il parle à une certaine jeunesse, en l'occurrence la mienne, celle dont je fais partie et celle que je côtoie finalement, et c'est une jeunesse qui voilà est entièrement coincée dans une espèce de codification de la sexualité qui parfois peut être dérangeante, et How to Have Sex essaye justement de casser un peu cela en déjà définissant et en montrant les limites de la notion de consentement. Molly Manny Walker, qui est donc la réalisatrice de How to Have Sex, elle a compris en fait ce qu'était ce film et comment l'aborder au mieux. Et du coup c'est super touchant parce que c'est jamais, absolument jamais pathos, et ça c'est très fort. Et il y a aussi ce truc très nuancé. En fait c'est un film qui traite de la nuance justement dans la relation qu'entretient son personnage principal, son héroïne, avec d'autres personnes, parce que voilà, il faut savoir qu'il y a un côté Spring Breakers derrière, où en gros c'est des vacances entre jeunes dans un coin où tous les excès sont permis, très clairement. Donc voilà, ça va justement être un contexte qui va permettre de créer justement tout ce discours-là autour de la nuance des relations sexuelles, etc. Et du consentement, et c'est surtout ça l'important, et je pense que c'est un film qui m'a profondément marqué. Bien évidemment, comme tout film, il y a des petits défauts, je pense notamment dans sa mise en scène, où How to Have Sex n'a pas toujours été très subtil, mais grosso modo, que ce soit dans l'écriture ou dans la superbe interprétation des actrices, c'est un film vraiment à voir, et je pense que c'est important de mettre aussi ces sujets-là sur le devant. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de revoir ou de voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu, How to Have Sex. C'était vraiment l'un des 10 meilleurs films de 2023, tout simplement. Et à la 9ème place, on part au Japon avec Monster de Hirokazu Koreeda, un réalisateur éminent du Japon du coup. Et je vous avoue que son entrée dans ce top était un peu précipitée parce que le film est sorti en toute fin d'année, le 27 décembre, donc ça a été un petit peu rapide pour moi de le faire rentrer dans ce top 2023 et de lui donner une vraie consistance et avoir un vrai recul derrière. Donc voilà, c'est un film qui est très frais dans ma tête et j'ai pas forcément de recul, c'est l'un des seuls films de ce top que j'ai pas réussi à revoir pour préparer cette vidéo. Donc voilà, sa présence dans le top est peut-être précipitée mais néanmoins méritée. Là encore, c'est un film qui
parle plus ou moins de la nuance et de l'importance de la communication dans les relations. C'est en gros un film qui va nous présenter 3 points de vue, un effet Rashomon en gros, qui est très intéressant hein, parce que t'as finalement, en gros c'est, pour rapidement le résumer, hein, c'est l'histoire d'un enfant qui soi-disant se fait harceler par un autre enfant et dont le professeur de ces 2 enfants serait violent. Enfin bref, c'est tout un schmilblick très compliqué qu'on va tenter d'élucider au travers 3 points de vue qui sont aussi donc 3 vérités. Et c'est un film justement qui joue beaucoup sur la nuance et sur l'interprétation des images et des signes, où en gros chaque point de vue diffère totalement les uns des autres et j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'est un film dramatique, terriblement violent, mais je pense qu'il faut aussi dire que voilà, il y a un petit côté pathos notamment sur sa fin, mais je vais pas en dire plus parce que avec mon collectif de podcast, la 7ème illusion, on en a enregistré un épisode spécifique pour ce film-là. Il est à l'heure actuelle pas encore sorti, mais allez voir ce qu'on fait sur la 7ème illusion, voilà, c'est des podcasts, c'est super intéressant. On parle en plus de manière à créer le débat finalement. On est plusieurs, soit en duo, soit en trio, donc voilà. Allez voir ce qu'on fait sur la 7ème illusion et vous retrouverez très bientôt notre critique de Monster ou de l'innocence de Hirokazu Koreeda. On bascule tout de suite à la 8ème position avec encore une fois un film français vraiment fantastique, purement sensoriel, La Passion de Dodin Bouffant. Alors La Passion de Dodin Bouffant, c'est vraiment un film qui est centré sur la passion pour la gastronomie, pour l'artisanat, pour le fait main justement. Et c'est en fait un produit tout bonnement passionnant avec un Benoît Magimel et une Juliette Binoche qui sont en symbiose totale et qui livrent une prestation d'acteur vraiment incroyable. C'est un film purement sensoriel, comme je le disais, c'est un film qui dure 2h30 et on va peut-être passer 40 minutes à juste voir Benoît Magimel et Juliette Binoche concocter un plat dans une temporalité qui est totalement différente de la nôtre, hein. C'est pas du tout un film qui se déroule à notre époque, je ne saurais pas le situer temporellement, mais c'est limite médiéval et donc il y a une certaine ruralité qui s'en impose et donc on va voir justement comment ils cuisinent, comment ils font des plats finalement pour des personnes assez nobles, hein, disons-le. Comment ces plats sont concoctés de manière artisanale et vraiment c'est un vrai film qui traite de la passion pour la gastronomie certes, donc forcément on a beaucoup dit du bien de ce film par rapport à ça, comme quoi il donnerait faim, etc. Oui, mais c'est pas le plus important, c'est vraiment un film qui va se concentrer sur la passion, sur l'artisanat, et c'est tout simplement génial en fait, il y a un vrai amour derrière pour le sujet, et la façon dont le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, pardon, a filmé notamment la nourriture et a filmé la conception de ces mets est vraiment intéressante, c'est-à-dire que esthétiquement c'est complètement fou, hein, y a une image, il y a vraiment quelque chose d'ancré, hein, dans La Passion de Dodin Bouffant, c'est pas vraiment l'intrigue qu'on va retenir, mais surtout les images et les visuels qui sont absolument fous, et c'est en ça que c'est un film sensoriel, mais il y a tellement de choses super cool dans La Passion de Dodin Bouffant, et pourtant c'est un film que j'ai assez de mal à décrire, parce que, évidemment, c'est sensoriel, quoi, c'est plus de la sensation plutôt que de la signification, et c'est purement génial. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, d'autant plus que le film va sûrement représenter la France aux Oscars. À l'heure où je vous dis ça, c'est pas sûr, mais c'est une possibilité. En 7ème position, je vais vous parler d'un film qui m'a vraiment bouleversé, c'est Le Livre des Solutions réalisé par Michel Gondry. Et je sens que c'est avec ce film que la discorde va commencer à apparaître, parce que je sais que c'est un film qui avait pas mal divisé. Alors Michel Gondry, je crois qu'on ne le présente plus, c'est un réalisateur français qui a signé de grands films à Hollywood, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en particulier, qui a aussi également signé La Science des Rêves avec Alain Chabat. C'est un réalisateur tout à fait à part, qui lui aussi a une vision très singulière de l'artisanat et du fait main en particulier dans son cinéma, où vraiment c'est des thématiques et des éléments de mise en scène qu'on retrouve énormément dans son cinéma et qui lui sont propres d'ailleurs, et on retrouve justement d'abord son aspect formel dans Le Livre des Solutions, et ça c'est assez génial. On va par exemple avoir une séquence animée en plein milieu de film en stop motion que le réalisateur a fait lui-même. En fait, un film de Gondry, c'est tellement difficile à décrire, tellement ils ont leur propre patte artistique, hein. Je vous renvoie à ma vidéo que j'avais tournée, ma dernière critique sur cette chaîne, sur Le Livre des Solutions, où je vais un peu plus en détail sur cet aspect technique-là. Mais moi, ce qui m'a vraiment perturbé et impressionné dans Le Livre des Solutions, c'est que c'est un film purement autobiographique de son auteur. Alors,
J'ai du mal avec les films autobiographiques, on en parlera plus tard dans cette vidéo. Mais là pour le coup c'était un point de vue intéressant, tout simplement parce que Michel Gondry fait de Pierre Niney son avatar et va donc en fait refléter, enfin le personnage de Pierre Niney va refléter ce qu'a été Michel Gondry à une époque. Et c'est tout simplement traumatisant parce que Michel Gondry a une vision de lui-même absolument pas romancée. T'as un peu l'impression qu'il fait face à un miroir et qu'il va cracher sur son reflet, t'as l'impression qu'il se déteste en fait. Il montre une vision de lui totalement exécrable au travers son personnage de Pierre Niney qui, je pense, est le meilleur rôle qu'on a pu donner à un comédien comme Pierre Niney, qui est un comédien que j'apprécie pas forcément d'ailleurs. Mais oui voilà, c'est en fait un film qui va montrer un peu ce qu'était Michel Gondry en tant que personne. Faut savoir que le comédien, enfin le réalisateur plutôt, est atteint de maladie mentale et donc il y a tout cet aspect là qui résonne dans le film, et il va également prendre du recul sur sa carrière, sur sa façon de concevoir des films. Bien évidemment le livre des solutions est une comédie donc ça va être très drôle, mais il y a aussi des moments fortement dramatiques, impactants, qui vont nous prendre aux tripes, et le personnage de Pierre Niney joue beaucoup là-dessus, et c'est hautement désagréable, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout aimé le livre des solutions à cause de son personnage qui est vraiment détestable, en particulier avec les femmes. Oui, ça se comprend, je peux tout à fait admettre le fait que c'est un personnage horrible et cruel avec les personnes qui l'entourent et qui l'aiment et qui sont là pour l'aider. Et en plus de ça, quand Gondry prend du recul sur sa carrière, sur sa façon de concevoir les films et sur la façon dont il traite ses équipes de tournage, malgré toutes ses bonnes idées et malgré tout son génie, j'ai l'impression limite qu'il s'excuse. Enfin, là encore... c'est nuancé, c'est le mot de 2023 je pense. Mais bref, c'était super, je ne peux que vous conseiller de voir le livre des solutions, forcément l'un des meilleurs films de 2023. Ça reste discutable, mais c'est mon point de vue. En tout cas, un film qui fera certainement plus l'unanimité, et pourtant c'est une grosse surprise, c'est bien Simple comme Sylvain que l'on retrouve à la 6ème position. Alors Simple comme Sylvain, c'est un film québécois réalisé par la réalisatrice québécoise, donc Monia Chokri, avec Magali Lépine-Blondeau, si je me trompe pas sur son nom. Et c'est un film vraiment formidable que je n'attendais absolument pas, que je suis allé voir en totale surprise, et c'était vraiment énorme. Simple comme Sylvain mérite tout à fait sa 6ème place. C'est une sorte d'étude de l'amour, du sentiment amoureux et des relations amoureuses qui vont en fait essayer de définir tout ça. Parce que c'est vrai que l'amour c'est un sentiment compliqué, complexe à aborder, et philosophiquement on a plein de définitions de l'amour, et ça le film nous le rappelle, avec certains passages où justement cette prof qui est donc prof à l'université du 3e âge qui définit la philosophie de l'amour selon certains philosophes, c'est littéralement une étude du sentiment amoureux. Et c'est génial, c'est aussi un film qui traite des relations extra-conjugales et qui ne va jamais être moralisateur sur ses personnages, et en même temps, quand on sait que c'est réalisé par une réalisatrice comme Monia Chokri, ce n'est pas du tout étonnant. C'est vraiment d'une écriture qui est folle en fait, la façon dont les personnages sont caractérisés, dans la façon dont on les met en avant finalement, c'est très bien réfléchi, c'est très bien pensé, et donc tout le film en soi est super bien écrit, notamment d'un point de vue émotionnel, où là encore on ne tombe pas dans la facilité émotionnelle pour raconter des trucs un peu niais qui sont un peu les clichés de la comédie romantique. Non, on va justement casser ces clichés là de la comédie romantique, on va la dépoussiérer. Et c'est assez formidable la façon dont Monia Chokri fait ça, notamment avec une mise en scène qui, il faut le souligner, est vraiment éloquente, qui en dit beaucoup sur la caractérisation des personnages et sur la trame finalement du récit, sur les ressentis, sur les émotions. Bref, la mise en scène est superbe, c'est vraiment un très très bon film, il mérite largement sa place dans ce top. Et voilà, alors c'est québécois donc c'est peut-être un peu dur pour certains de rentrer dedans, mais globalement c'est pas un frein. À ce stade de la vidéo, je me rends compte que le cinéma français a été vraiment dominant cette année 2023, et qu'on en a beaucoup plus entendu parler que 2022. Alors c'est peut-être moi qui suis allé voir aussi plus de films 2022 et qui a un peu varié mes goûts. Quand on voit mon top de l'an dernier, je pense que c'est ça. Mais bon, je délaisse pas totalement Hollywood, la preuve avec cette 5e position, qui est pour Boys Afraid de Ari Aster. Alors Ari Aster, c'est vraiment un artiste, un cinéaste à surveiller pour le reste de sa carrière, étant donné que c'est son 3e film, mais qu'il a déjà une renommée presque internationale. En effet, il a réalisé des films comme Hérédité ou Midsommar, qui sont des chefs-d'œuvre contemporains du cinéma d'horreur. Et Boys Afraid, c'est un film avec lequel j'ai souvent été en conflit durant cette année 2023, tout simplement
parce que c'est difficile d'aimer un tel film. C'est même difficile de se pitcher, c'est dur de vous dire ce que j'en ai pensé. Mais pour la faire courte, Boys Afraid, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que Ari Aster va regrouper toutes les terreurs et toutes les angoisses les plus présentes au sein de l'humanité, hein, que ça va de la peur de rater l'avion, l'angoisse des premières relations sexuelles, également le traumatisme de la guerre, le fait de perdre ses parents, de s'en être débarrassé, bref c'est plein d'angoisses et de terreurs qui sont propres à l'humanité, qui sont aussi assez universelles qu'Ari Aster va regrouper dans un exercice de style assez perturbant puisqu'il va monter et réaliser et penser son film comme s'il s'agissait d'un cauchemar. Entendez par là qu'il y a certaines scènes totalement absurdes où des personnages n'ont rien à faire dans telle scène et pourtant ils sont là, c'est de l'absurdité. Et même au niveau du montage, hein, Ari Aster va donner en fait aucune logique et aucune cohérence à l'enchaînement de ces scènes comme finalement l'est un vrai cauchemar. Il a vraiment étudié à 100% ce qu'était un cauchemar en tant qu'aspect formel, hein, de comment on pense un cauchemar du coup, pour le retranscrire à l'écran, et du coup ça fait qu'on a des trucs absolument pas cohérents, absolument pas logiques, qu'on n'explique pas, inexplicables, et qui pourtant sont là, et c'est complètement fou en fait, la façon dont Aster a à ce point représenté le cauchemar dans son film. Et je trouve ça vraiment génial, d'autant plus que le protagoniste, qui est donc le personnage de Bo, miraculeusement interprété par Joaquin Phoenix, parce que vraiment, c'était pas gagné du tout une telle interprétation, bah là on a quelque chose de vraiment formidable. On est sur un truc magnifique, ça je peux vous l'assurer. C'est un film qui va volontairement perdre son public, en même temps il dure presque 3 heures, un peu moins, 2h50 il me semble, et de par toute son inconsistance du coup et toute son incohérence, c'est forcé qu'à des moments où on décroche totalement du film et on n'arrive plus à s'attacher dedans. C'est normal, mais pour autant, je trouve que c'est quand même l'un des plus grands films de l'année, d'abord pour son exercice de style, et ensuite pour la patte très présente de Ari Aster quand même, hein, il faut le dire, c'est un pur film d'auteur, et ça pour le coup je comprends tout à fait que certains n'aiment pas, ou n'arrivent pas à accrocher au délire parce que c'est tellement spécial. Mais j'aime beaucoup ce type de cinéma un peu viscéral qui vient de prendre aux tripes et qui joue beaucoup avec des émotions. C'est ce que fait Aster avec Boys Afraid, donc je ne peux que vous le conseiller, je vous jure, c'est formidable. Et puisqu'on en est à parler d'émotions, eh bien, parlons de la 4e position de ce top, à savoir Aftersun de Charlotte Wells. 3e film réalisé par une réalisatrice dans ce top. C'est important de les mettre en valeur, surtout avec un film comme Aftersun qui était sorti en tout début d'année et qui m'avait mis une claque. C'est le seul film à l'heure actuelle que j'ai fini en pleurant en sortant d'une salle de cinéma, pour vous dire. Aftersun a d'ailleurs été longtemps mon film préféré de l'année 2023 avant que d'autres concurrents arrivent et on en parlera juste après. Mais comment décrire Aftersun? C'est une fresque mélodramatique saupoudrée de soleil, de période estivale. En fait, c'est un peu comme si à l'image on avait quelque chose de magnifique, à savoir des vacances en Tunisie entre un père et sa fille, mais que quand on vient étudier notamment le jeu des acteurs, donc Paul Mescal et cette jeune actrice qui est absolument formidable, on se rend compte que les choses ne vont pas bien, que ce père du coup qui est incarné par Paul Mescal, et c'est bien plus que de l'incarnation, est en fait dépressif et encore, il va clairement pas bien. Et en fait c'est par l'étude du jeu d'acteur qu'on se rend compte qu'en fait les non-dits sont là et que ils en disent beaucoup sur le film et sur les personnages. J'arrive tellement pas à parler de Aftersun, c'est chaud. C'est compliqué pour moi d'en parler parce qu'en même temps, comment le speecher, comment le décrire, comment dire tout ce que j'ai ressenti en termes d'émotion face à un tel film. Et c'est même un film qui n'est pas forcément parfait, hein, dans son aspect formel ou dans son exécution, c'est loin d'être parfait. Il y a des films dans ce top qui sont largement meilleurs et qu'on a déjà mis dans des positions inférieures. Mais c'est vraiment une claque que j'ai prise, que je n'oublie pas. Hein, le film n'est clairement pas sorti de ma tête alors que je l'ai vu il y a presque un an. Donc voilà, en fait, je pense que exceptionnellement, je vais pas en dire plus. Je vais juste vous conseiller de voir Aftersun et de vous faire votre propre avis dessus. Allez-y sans trop chercher à comprendre, juste prenez les émotions et savourez-les, parce que waouh, c'est fort, c'est vraiment fort Aftersun. On entre maintenant dans le podium, les 3 plus gros et plus importants films de 2023 à mes yeux. C'est parti. Alors en 3e position,
The Fabelmans. Et là encore, je pense que ça risque de perturber certains. The Fabelmans, c'est donc le dernier long métrage en date réalisé par Steven Spielberg, juste avant son Bullets, que j'attends de pied ferme. S'il te plaît Steven, sors-le-nous bientôt. Et alors c'est un film que beaucoup ont aussi détesté parce qu'il y avait ce côté ode au cinéma, que moi aussi, je n'aime pas les films qui font ode au cinéma, en tout cas qui ne font que ça. Je pense à Babylone que j'ai revu récemment justement pour ce top en espérant peut-être l'inclure dedans, mais non, clairement pas. Babylone n'a pas sa place dans mon top 10 parce que c'est un film qui est juste là pour faire plaisir aux cinéphiles. C'est du pur fanservice et en un sens, j'avais un peu peur que The Fabelmans fasse ça et du coup j'ai un peu de mal avec le côté ode au cinéma. Mais c'est clairement pas le plus important dans The Fabelmans. En fait, The Fabelmans, au-delà du fait que c'est un film autobiographique de Steven Spielberg, c'est surtout un film centré sur le conflit entre le concret et l'abstrait, le scientifique et l'artistique, le père et la mère, les enfants et les parents. C'est tous ces conflits-là qui font en fait que The Fabelmans existe et a une trame narrative. C'est vraiment tout ça que raconte Steven Spielberg et il a choisi de se raconter au service de ce propos, de cette idée, et c'est peut-être pas une idée si bête que ça. Je dis ça parce que ce côté autobiographique un peu égoïste a souvent été critiqué quand on parlait de The Fabelmans, et je peux l'entendre, mais comme dit, pour moi c'est vraiment pas l'important de ce film. Ce qui en ressort, c'est vraiment tout cet aspect, tout ce conflit finalement. Et c'est en ça que je trouve The Fabelmans génial, c'est parce qu'il y a plein de conflits. C'est des choses qui ne sont pas censées être en accord et qui vont toujours tenter de s'accorder. Et Spielberg le raconte au travers son histoire, au travers le personnage de Sam Fabelman, qui est encore une fois son avatar, hein, qui représente clairement le cinéaste dans son enfance et dans son adolescence, dans son enfance entre ses deux parents qui divorcent et qui va traumatiser. On le sait depuis pas mal d'années maintenant, c'est un film qui va traumatiser Steven Spielberg, enfin un événement qui va traumatiser Steven Spielberg. Il y a également toute la relation conflictuelle avec son père qui ne comprend pas forcément l'intérêt qu'il a pour le cinéma, hein. Là encore on retrouve cette notion de conflit. Et en termes d'image, The Fabelmans, c'est tout simplement génial. D'abord, il y a Janusz Kaminski à la photographie. C'est formidable, enfin, genre, c'est l'un des plus grands collaborateurs de Steven Spielberg dans sa période contemporaine, disons. Et c'est là que c'est génial ce que fait Spielberg et Kaminski, parce qu'il y a tout cet attrait de la lumière, où la lumière est palpable, où on peut presque avoir le sentiment de la toucher. Enfin, je la trouve magnifique, hein, ce rapport à la lumière dans The Fabelmans. Et toute la construction esthétique derrière du film qui moi, m'enchante beaucoup, au-delà de son histoire, de son propos sur les conflits qui sont absolument géniales. Et puis là, contrairement à Babylone, parce que forcément c'est deux films qu'on va comparer, qui sont sortis à peu près à la même période et qui parlent plus ou moins des mêmes thématiques, c'est un film où la citation n'est jamais gratuite et c'est même pas des citations pour faire plaisir aux fans, c'est vraiment l'histoire de raconter Steven Spielberg et de raconter aussi comment il a capturé le pouvoir des images. Parce que voilà, The Fabelmans, c'est les conflits, mais c'est aussi l'importance des images et du cinéma en tant que pouvoir, puisque c'est avec ces images et le cinéma que Spielberg va réussir à communiquer avec les membres de sa famille avec lesquels il était souvent en désaccord, ou du moins en froid, où il n'arrivait pas à communiquer. C'est un moyen de communication, le cinéma on le sait, c'est une langue et c'est un langage. Alors il nous montre comment les images peuvent faire office de dialogue, et là encore c'est un des aspects de The Fabelmans que je trouve vraiment génial. En deuxième position de ce top, Killers of the Flower Moon, et oui c'était assez évident de rentrer le dernier Scorsese dans ce top. Et là c'est encore un film où il y avait eu un peu des débats inutiles concernant sa durée. Oui, parce que le film dure 3h30, je le reconnais, c'est long, mais en même temps, comment veux-tu raconter le génocide d'une population qui s'est étendue sur presque 20 ans sans passer par une durée, du moins métrique du film, longue? C'est carrément nécessaire en fait. Et je pense que de tous les films qui sont sortis en 2023, celui qui restera plus dans les mémoires et qui certainement marquera plus l'histoire du cinéma, c'est peut-être Killers of the Flower Moon, parce que c'est un film terriblement important. C'est un cinéaste américain, Martin Scorsese, qui prend du recul sur son pays et qui le met face à ses responsabilités, puisque oui, en effet, les Américains, du moins blancs, sont coupables du génocide indien, amérindien du coup, depuis de longues années, en particulier des tribus Osages qui étaient
particulièrement riche et dont les blancs américains ont eu une certaine jalousie. Donc le film raconte comment ces blancs américains se sont mariés avec cette tribu amérindienne, enfin avec les femmes de cette tribu amérindienne pour au final leur soutirer de l'argent et les exterminer sur la longueur. C'est vraiment un film dramatique, hein. Et c'est un film terriblement froid, terriblement dur aussi, mais il en reste que c'est très important parce que c'est presque du devoir de mémoire en fait. Et quand Scorsese raconte cette histoire, il le fait totalement différemment de ce qu'il fait avec ses autres films. Alors, c'est pas vraiment un western, hein. Il y a très peu de choses qui sont des codes marquants du western. Néanmoins, il y a quand même dans la réalisation et dans la mise en scène de Scorsese quelque chose d'assez particulier, à savoir que Scorsese c'est un cinéaste qui, on le sait, use beaucoup d'effets de style dans la plupart de ses films, hein. Et là non, là il se met vraiment très en retrait, sa mise en scène est tout aussi froide que le sujet qu'il raconte, et en fait c'est quelque part c'est nécessaire, puisque comme on l'a dit, c'est un devoir de mémoire, et tu peux pas te permettre de faire de jouer avec ta caméra, de t'amuser et de créer des effets de style sur un sujet aussi lourd et aussi violent. Néanmoins, il y a quand même quelque chose dans la mise en scène de Scorsese qui est assez intéressante, c'est la façon dont le film est monté. Il y a un montage qui est vraiment exceptionnel, qui est purement narratif, mais également un peu, enfin, expérimental, c'est un très grand mot, mais le montage est tout à fait singulier en fait dans la façon dont il est exécuté dans le film, et ça participe totalement à la mise en scène de Scorsese et à l'élaboration de son propos. C'est un film aussi très politique, comme Scorsese l'a été quelquefois. Là encore, un débat que je vous laisserai faire dans les commentaires, mais pour vous, est-ce que Martin Scorsese est un cinéaste politique? J'ai un peu de mal avec ça, je vous avoue, je vais pas m'étayer dans cette vidéo, mais ça peut être le sujet d'une prochaine, donc dites-le moi. Mais voilà, c'est super intéressant de voir un cinéaste aussi influent que Scorsese, qui représente souvent dans ses films New York et donc par essence l'Amérique, prendre du recul justement sur son pays, un pays qui, je pense, il apprécie beaucoup au vu de sa filmographie, et de se questionner, de se mettre face à ses responsabilités justement. Et je trouve ça vraiment énorme. Bon, il est maintenant temps de dévoiler la première position, ce qui est pour moi le meilleur film, ou du moins mon film préféré de l'année 2023. Et là, je vais me faire taper dessus, et même moi j'ai envie de me taper pour vous dire. Oppenheimer de Christopher Nolan. Je suis pas un mec ultra fan de ce que fait Nolan habituellement, genre vraiment pas. Bien que je lui reconnais certains talents, notamment des talents d'écriture, il y a parfois dans certains de ses films, quoique dans ses plus récents, notamment Oppenheimer, des exceptions, mais c'est un cinéaste où j'ai beaucoup de mal avec la mise en scène et la façon dont il va créer des images. Alors forcément, il y a des exceptions, hein, Inception et Oppenheimer justement. Mais voilà, c'est pas un cinéaste auquel je suis super attaché, que j'apprécie beaucoup, non, loin de là. Et quand bien même, il a sorti Oppenheimer, qui est pour moi mon film préféré de 2023. Là encore, un film historique, biopic, centré sur Robert Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique. Et j'ai cité précédemment les talents d'auteur qu'avait Christopher Nolan. Là, dans Oppenheimer, franchement, c'est un peu l'apothéose de ce dont il est capable de faire, je pense. C'est-à-dire qu'il va, certes, dresser un biopic autour d'une idée centrale qui est, cette idée de l'invention, une invention qui dépasserait l'humanité, et que si elle était utilisée, elle pourrait même la détruire. Enfin bref, c'est un peu la même idée que Jurassic Park, dans le sens où si on met entre les mains de l'humanité une technologie qui dépasse l'humanité, qu'est-ce qui va se passer en gros, quelles sont les conséquences? Et c'est un peu ça aussi la question que pose Oppenheimer et que posait déjà Spielberg avec Jurassic Park à l'époque. Et il va construire tout un biopic sur ça, mais quand il va le construire, c'est déjà d'une façon assez admirable. Dans une première partie de film qui est absolument parfaite, où il va purement dresser l'historique de Robert Oppenheimer avec un montage très expéditif, mais ô combien nécessaire, c'est-à-dire qu'il va se contenter de montrer et de sélectionner les scènes purement importantes. C'est pour ça que le film paraît très rushé. Il y a aussi un montage très illustratif, où voilà, certains dialogues vont être, on va dire, saupoudrés de certaines images qui viendraient illustrer le propos tenu, parce que c'est des propos souvent scientifiques, pas forcément amène d'être compris par tout le monde, donc on va un peu illustrer ça avec un montage qui est aussi très très bien fait, et en fin de film finalement on va totalement basculer sans trop s'en rendre compte vers un film de procès.
c'est totalement génial, je trouve, hein. Enfin, il mélange plein de genres, il mélange plein de styles, et il a parfaitement compris comment écrire son film et comment parfaitement l'adapter. Donc là, ouais, on a un vrai travail d'écriture et de montage dans Oppenheimer qui sont vraiment hallucinants. Il y a aussi un boulot de mise en scène assez discret, mais quand même assez marquant. D'abord, avec l'utilisation des musiques et de l'incroyable performance musicale de Ludwig Göransson, qui signe peut-être là l'une des meilleures bandes originales de l'année, vraiment. Et il y a aussi Nolan dans sa mise en scène, et surtout dans son deuxième acte centré sur l'essai nucléaire. On va voir Nolan en fait qui va créer de la pure tension visuelle. Et ça, c'est assez rare justement que Nolan arrive à créer quelque chose, une tension, à raconter quelque chose aussi uniquement avec l'image. C'est pas quelque chose qu'on avait vu, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal avec Nolan en tant que metteur en scène. C'est-à-dire que oui, il écrit très bien ses films, mais quand il s'agit de les raconter avec l'image, j'ai souvent des limites par rapport à ça, malgré que ces images, dans la globalité de ces films, sont globalement jolies, mais en termes de mise en scène, voilà, c'est pas souvent éloquent, ça en dit pas grand chose non plus. Mais là, dans Oppenheimer, j'ai l'impression qu'il a fait cet effort et que justement, il était même conscient de son incapacité à réaliser et à mettre en scène certaines choses. Donc, il a travaillé son écriture pour faire en sorte de ne pas réaliser des choses qu'il ne serait pas en capacité de faire, ce qui en fait un film presque parfait en fait, où il sait ce qui est difficile pour lui et donc il va s'en débarrasser assez aisément. Et ça, je trouve ça vraiment formidable, notamment dans l'idée principale, et surtout dans cette idée principale concernant la technologie et le rapport à la technologie. C'est tout autour de cette idée que le film est construit. J'adore Oppenheimer, et ouais, je pense que c'est vraiment un film qui mérite d'être au sommet de cette année 2023. Bon, j'ai parlé pendant littéralement 1 heure, ça commence à se faire long, mais voilà, c'est la fin de ce top. Néanmoins, je vous avais parlé du collectif 7ème Illusion en début de vidéo, et bien je ne peux que vous inviter à vous référer au top de la communauté de la 7ème Illusion que l'on a également partagé sur les réseaux, et également à notre top en tant que collectif qui ressemble à peu près au mien. Donc voilà, je suis pas présent énormément sur cette chaîne YouTube pour des questions de temps, mais voilà, j'essaie d'en accorder un peu au collectif, et donc si vous voulez voir d'autres critiques comme je le faisais habituellement sur ma chaîne, n'hésitez pas à passer sur la 7ème Illusion. En plus on est plusieurs, donc il y a un vrai débat, c'est super intéressant. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager votre propre top ou à discuter le mien, c'est toujours intéressant dans l'espace commentaire quand c'est fait avec respect et avec passion, tout simplement. Je sais pas si j'aurais réussi à vous faire partager beaucoup de films, parce que j'avais dit que voilà, j'essaierais d'extraire des trucs dont on n'a pas beaucoup parlé, pour que ceux qui ne vont pas souvent au cinéma puissent découvrir aussi d'autres choses, autre chose que les blockbusters. D'ailleurs, à part Oppenheimer, on n'a pas eu de gros blockbusters dans ce top, et c'était là d'ailleurs aussi le gros défaut de cette année 2023, c'est que les blockbusters n'étaient pas forcément bons, voire très mauvais. J'avais dit que je ne ferais pas de flop, donc je vais pas m'attarder de plus là-dessus dans cette vidéo, mais voilà, 2023 c'est un peu une année pour le cinéma français et une année pour le cinéma d'auteur, et c'est clairement pas une année pour les grosses productions commerciales qui on flop, d'abord d'un point de vue marketing et aussi d'un point de vue critique, Les derniers Marvel ont souvent été critiqués même par leurs fans les plus hardcore, donc voilà, c'est assez dommage. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à partager ce top, et à me partager le vôtre. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, je vais essayer de sortir 2-3 projets courant de l'année, même si, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup moins présent, mais je vais essayer de faire des trucs sympathiques sur cette chaîne et ne pas la laisser dépérir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, enfin bref, vous connaissez le discours de vos youtubeurs habituels. C'était Hugo, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!